Il est 20h, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, affaire Astou Sorna, 4 agents de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye placés sous mandat de dépôt, 4 femmes poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui. Elles seront appelées devant la barre en flagrant délit le 27 avril prochain. Le personnel soignant se serre les coudes en soutien aux agents de Louga. L'Alliance des syndicats autonomes décrète 72 heures de grève à compter de ce mercredi. Un 4e plan d'action pour exiger de l'État la signature d'un protocole d'accord. On vous explique tout dans cette édition. Affaire de la grande pharmacie dakaroise, l'interprétation du ministre de la Santé et de l'Action sociale est erronée et malhonnête selon le docteur Aïcha Ngoundiam Mbouch. Elle s'inscrit en faux contre les affirmations d'Abdoulaye Diouf Sarr sur TFM. Manque de kérosène à l'AIBD, la situation est tendue, mais on est loin de la rupture de stock, assure Sophie Gladima. SM Kadi a été un peu trop alarmiste, juge la ministre en charge des hydrocarbures. Et puis en sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2023, le Sénégal dans le groupe L avec le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. Six agents de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga déférés au parquet, 4 parmi eux placés sous mandat de dépôt, poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Les 2 autres bénéficient d'une liberté provisoire. Le procès en flagrant délit est prévu le 27 avril prochain. Nous y reviendrons avec notre équipe à Louga. 72 heures de grève à compter de ce mercredi en soutien aux agents de Louga et pour exiger du gouvernement du Sénégal la signature du protocole d'accord. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum déroule ainsi son 4e plan d'action. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Ils vont entamer à partir de ce mercredi leur 4e plan d'action. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum sera en grève pour 72 heures afin d'exiger la signature du protocole d'accord gouvernement And Gueusseum. Car la promesse de signer le protocole d'accord gouvernement And Gueusseum n'a pas eu lieu, encore moins des négociations sur le système de rémunération. Nous avons aussi une grève de 72 heures avec le respect uniquement des urgences. Le mercredi 20, c'est-à-dire demain, jeudi 21, vendredi 22 avril. Considéré comme le parent pauvre du ministère de la Santé, l'Action sociale vit des heures sombres. L'Assas And Gueusseum dénonce la nomination de cadres n'ayant pas le profil de travailleurs sociaux au sein du ministère. Il n'en demeure pas moins que pour l'Action sociale, qui est une entité d'égale dignité et complémentaire à la santé dans un ministère de la Santé et de l'Action sociale, il est inconcevable, parce que incompréhensible, de nommer à tous les niveaux de la chaîne de responsabilité des cadres n'ayant pas le profil du poste et dont certains ont fini de montrer leurs limites objectives. Balodo Thiam et compagnie ont tenu aussi à apporter leur soutien au personnel de la maternité de Louga. D'ailleurs, ils fustigent la manière dont ce drame a été géré par les autorités. Par le présent plan d'action, And Gueusseum manifeste aussi sa solidarité au personnel de la maternité de Louga, tout en fustigeant le mode opératoire d'asymétrie sélective et de sanctions qui a uniquement visé le directeur et les 6 sages-femmes dans une équipe de garde sous la direction de 2 gynécologues chargés de prendre toutes les décisions idoines. Face à la presse, l'Assas And Gueusseum compte poursuivre le boycott de ses activités de formation et la rétention des informations sanitaires et sociales jusqu'à la satisfaction de leur. Et restons dans le secteur de la santé. Affaire de la pharmacie dakaroise, la polémique ne faiblit pas. Dr Aïcha Ngoundiam Mbouch s'inscrit en faux contre les affirmations du ministre de la Santé et de l'Action sociale sur TFM. Pour elle, Abdoulaye Diouf Sarr a fait une mauvaise appréciation de la situation. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Younous Tiata. Aïcha Ngoundiam Mbouch nous accueille dans sa villa située au cœur du centre-ville. La gérante de la grande pharmacie dakaroise revient ici sur cette affaire, toujours pendante. La pharmacie a été créée en 1953 et moi j'en suis devenue titulaire en 1981 par arrêté ministériel.
En 2015, l'IPRES, propriétaire des lieux, m'a fait parvenir une injonction de quitter les lieux dans les 6 mois pour cause de travaux. J'ai dû faire une demande de transfert provisoire pour donc déménager la pharmacie le temps des travaux. Mieux, la pharmacienne parle de considérations politiques. Non, en août 2020, les travaux étant presque terminés, je m'attendais à avoir à signer un bail. Et c'est là qu'à ma grande surprise, un responsable de l'IPRES m'a fait savoir que c'était la présidence qui voulait ce local pour quelqu'un, pour une protégée. Bon. Je ne peux que... J'ai compris tout de suite que c'était une considération politique et familiale. Sur la sortie du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, Mme Mbodj réplique. Il a émis beaucoup de contre-vérités. Il interprète cet arrêté comme étant, disons, comme s'il fallait qu'on annule mon arrêté pour que cette personne, Mme Gassava, puisse en avoir un. Affaire donc à suivre. Pour l'heure, celle qui gère cette officine depuis 40 ans dit attendre la fin de la procédure au niveau du tribunal du commerce. Dossier introduit en mai 2021. Merci Maimouna. Allons maintenant à Saint-Louis. Grève illimitée des étudiants de l'université Gaston Berger. Le recteur a organisé une conférence de presse pour lancer une alerte. Il a mis en garde les étudiants grévistes et rappelle que la coordination des étudiants n'est plus reconnue par l'Assemblée universitaire. Ousseynou Diop, Habib Seck. Le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis était face à la presse pour se prononcer sur la grève illimitée décrétée par les étudiants et qui risque d'entacher le label d'excellence de ce temple du savoir. Il a mis en garde les étudiants grévistes. Tous les mouvements de grève que nous sommes en train d'assister, que nous assistons depuis un certain temps, sont en train d'entacher sérieusement ce label. Les autorités universitaires ont balayé d'un revers de la main les différentes revendications soulevées par les étudiants. Selon le professeur Ousmane Carré, tous les travaux qui font l'objet d'un mouvement de mort de la part des étudiants sont en cours de réalisation et seront réceptionnés cette année. Sur tous ces points-là, les travaux sont en cours et il y a de réelles avancées en tout cas sur l'ensemble de ces points-là. Pour Ousmane Carré, cette situation ne peut plus continuer. Il n'exclut pas de prendre des sanctions à l'endroit des étudiants fautifs. Selon lui, si la situation s'empire, l'Assemblée de l'université décidera de l'option de faire 1 ou 2 sessions, une décision qui sera irrévocable. Si la situation actuelle continue, les GFR se prononceront sur le fait de savoir est-ce qu'il faut faire 2 sessions ou est-ce qu'il faut faire une session unique. Et quand l'Assemblée de l'université le validera, nous ne reviendrons pas en arrière. Face à la presse, les autorités universitaires ont rappelé que la coordination n'est pas reconnue, une décision maintenue jusqu'à présent par l'Assemblée universitaire. C'est quelque chose qui est important ici. Depuis le mois d'avril 2019, l'Assemblée de l'université avait clairement dit que nous ne reconnaissons pas. Les autorités universitaires de Saint-Louis ont répondu à toutes les questions soulevées par les étudiants lors de leur dernière assemblée générale. Le recteur a rappelé que personne ne peut empêcher à l'UGB de continuer les cours et les examens. Des mesures concrètes ont été prises pour renforcer la sécurité dans le campus social. Selon le directeur du Crous, Pape Ibrahima Faye dénonce par ailleurs les journées sans ticket décrétées sans cesse par les étudiants. Il met en garde, le voici avec notre équipe à Saint-Louis. Les points d'amélioration que le Crous, en tout cas en discussion avec le rectorat, donc va faire. La clôture de l'université, en tout cas, on va dorénavant, en tout cas, fermer donc partout où il y a des ouvertures, et même pour aller donc dans les villages environnants. Des travaux donc vont être lancés. Les portes de l'université, les 4 portes que comporte l'université vont être systématiquement fermées, mais aussi d'autres batteries de mesures qui vont être en tout cas présenté au conseil d'administration du Crous, notamment dans le règlement intérieur du Crous, pour que, en tout cas, le conseil d'administration puisse valider.
L'actualité, c'est aussi le manque de kérosène annoncé à l'AIBD. On est loin de la rupture de stock, même si la situation est tendue, affirme Sophie Gladima. Pour la ministre en charge des hydrocarbures, la société SMKD a été un peu trop alarmiste. Les compagnies travaillent entre elles et font des échanges de produits. Donc si une compagnie en a et qu'une autre n'en a pas, généralement, elles se parlent et se passe le produit. Donc rien que par rapport à ça, nous devons rassurer les Sénégalais. Nous pensons qu'aujourd'hui, on ne devrait jamais avoir une pénurie. On ne sait pas d'ici quelques temps, mais à l'heure où nous parlons, des précautions ont été prises pour qu'on puisse quand même arriver, surtout par rapport à cette histoire qui s'est passée sur le jet. C'est vrai, une compagnie avait commandé du produit qui n'est pas arrivé. Quelles sont les raisons? Nous ne les connaissons pas, nous leur avons demandé de voir quelles sont les raisons. C'est dommage que SNKD, malheureusement, a voulu alerter, mais est allé trop loin par rapport à son alerte. Aujourd'hui, ce NOTAM va être levé. Une fois levé, toutes les compagnies devraient pouvoir maintenant s'approvisionner. Et pour l'heure, une quantité importante de kérosène est stockée dans les cuves de l'AIBD. Quel est le processus d'approvisionnement des appareils et quel est le rôle justement de l'AIBD dans ce processus? Les explications précises du directeur adjoint de l'AIBD, interrogé par notre équipe à Hambourg. C'est une alerte qui est liée au niveau critique de nos cuves. Parce qu'il faut savoir qu'à AIBD, on a conçu un aéroport avec un dépôt de kérosène d'une capacité de 7500 mètres cubes. Et nous pouvons évaluer la consommation journalière des compagnies aériennes à 600 mètres cubes jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, AIBD est en mesure d'avoir une autonomie de 15 jours qui lui permettent d'approvisionner correctement les aéronefs. Aujourd'hui, on a un système de péréquation au niveau de l'aéroport. Encore une fois, l'aéroport n'approvisionne pas de kérosène. L'aéroport n'achète pas de kérosène. L'aéroport ne fait que du stockage et du passage. Mais ce qui approvisionne le kérosène, c'est les compagnies régulières qui ont des contrats avec les compagnies aériennes et qui viennent stocker leur kérosène. Et AIBD, à travers la SMKD, se charge donc de stocker le carburant et de le convoyer vers les aéronefs. Il se trouve que l'une des dispositions principales que l'autorité aéroportuaire a prises, c'est que le carburant qui est stocké n'a plus de destination précise, quelle que soit la compagnie qui en a besoin. Et je pense que la procédure qui a abouti à l'alerte qui a été faite, et d'autres alertes aussi, que le ministère en charge des hydrocarbures a bien enregistré, et nous osons espérer, à travers les démarches que ce ministère est en train d'entreprendre, que des dispositions urgentes seront prises pour que la situation, l'approvisionnement revienne à la normale avant la fin donc des stocks que nous avons à AIBD. Et autre signe de la tension dans le secteur des hydrocarbures, vous êtes nombreux en ce moment à faire le plein dans les stations-service. Le bouche à oreille fait circuler une probable pénurie de l'essence et du gasoil, même si aucune information officielle l'atteste. Certains Sénégalais ont peur d'être surpris. Reportage édifiant, Amadouba Habib Faye. Entre l'embargo contre le brut russe, la volatilité des cours de pétrole et la flambée des prix du baril, les difficultés d'approvisionnement en carburant font planer les craintes de disette sur le Sénégal. Hier, j'ai vu dans la station une personne qui a acheté 10 bouteilles de 10 litres d'essence, ce qui veut dire qu'il était sûrement au courant d'une pénurie d'essence dans le pays. Une situation qui oblige certaines stations de service à imposer leur prix. Ils doivent respecter le prix du gasoil homologué, c'est ce qui est normal. Là, ils nous imposent leur propre prix et ça devient compliqué. Maintenant, c'est à partir seulement de 1500 francs que nous pouvons remplir le réservoir et avec notre machine, c'est impossible. Nous n'avons pas augmenté le prix. Le litre d'essence coûte toujours 775 francs. Il y avait une rupture certes, mais nous avons repris 4 jours après. C'est le patron qui a fixé les prix. Nous n'y sommes pour rien. Ce qui n'est pas du goût des automobilistes qui invitent le gouvernement à parer à toutes les éventualités. Selon l'expert en pétrole, le Sénégal a suffisamment de stocks de sécurité pour répondre à la demande. Pour l'instant, en fait, nous avons, disons, des stocks de sécurité.
Il peut y avoir des problèmes logistiques en fait dans la distribution, entre l'acheminement, si vous voulez, des produits de la raffinerie au dépôt, des dépôts aux stations. C'est ce qu'on appelle le road to market, qui peut parfois être perturbé. Parfois, ça peut être des choses en fait très simples. C'est tout simplement parce que vous pouvez avoir en fait des problèmes sur les logistiques en fait de transfert des produits. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas dans une situation de rupture de stock du pays, non. Sophie Gladima a assuré de l'amélioration de la disponibilité du gaz butane avant de dénoncer le marché parallèle dans la distribution de bonbonnes de gaz. Merci Habib et venons-en à notre reportage Ramadan, le don de sang, cette action charitable qui permet de sauver des vies voit son nombre baisser en cette période de Ramadan. D'habitude, le centre de transfusion sanguine pouvait compter sur les chrétiens, mais cette année, les deux communautés, musulmanes et chrétiennes, ont presque jeûné en même temps, ce qui a impacté, vous allez le voir, encore plus les banques de sang. Reportage Mariem Ndiaye et Pape Sangoudimbaye. Une affluence à la baisse, c'est l'ambiance qui prévaut ici au centre de transfusion sanguine. Le ramadan est passé par là et la coïncidence du carême et du ramadan n'a pas arrangé les choses. Cet enseignant, venu donner son sang, exhorte ceux qui ne jeûnent pas à venir faire un don de sang en cette période. Je le fais régulièrement, en fait, pratiquement tous les 4 mois. C'est faire œuvre utile. Parce que c'est pouvoir aider des personnes qui sont malades, qui en ont besoin. Et donc, voilà, c'est une façon pour moi d'aider en fait d'autres personnes. Très souvent, je fais toujours en sorte que pendant ce mois-là, que je me libère pour venir faire le don. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne peuvent pas le faire pendant ce mois-là. J'exhorte les donneurs à être plus réguliers et à ne pas attendre les situations d'urgence ou bien qu'un parent ait besoin du sang, de le faire dès que le temps le leur permet. Parce qu'on est ouvert du lundi au samedi, en semaine de 8h jusqu'à 17h. Pour parer à cette situation, le centre a renforcé les activités de don de sang bien avant le ramadan, ce qui semble être une bonne solution. En temps normal, on peut avoir entre 50 et 70 donneurs par jour en cabine fixe, alors qu'actuellement, on a avec une moyenne de entre 10 et 15 par jour pendant la période de Ramadan. Au moins, dans le mois qui précède le Ramadan, on essaie d'avoir un planning assez fourni. On fait par jour jusqu'à 2, 3, jusqu'à 4 collectes par jour pour pouvoir avoir un stock. Habituellement, les dons de sang diminuent en période de jeûne. Pour favoriser les dons de sang, le centre de transfusion sanguine adapte les collectes en organisant le soir, surtout les opérations de don de sang. Merci Mariem. Et puis un mot sur l'internationale présidentielle française, veillée d'armes dans les états-majors de campagne en France. Le débat de l'entre-deux-tours a lieu demain, mercredi. Au détail près, les candidats et leur staff savent que ce face-à-face peut faire basculer la balance comme ce fut le cas en 2017. On prend les mêmes et on recommence, mais un débat différent à tout point de vue, au plus près des coulisses de ce grand show télé avec notre envoyé spécial à Paris, Abdoulaye Cissé. 23 caméras, 1000 mètres carrés d'un plateau décor excite la grande table partagée. Chaque candidat sera derrière sa table bureau. Aucun détail n'est laissé au hasard. Jusqu'à la température ambiante réglée, tenez-vous bien à 19 degrés, pas un degré de plus ou de moins. Ce sont les candidats qui ont coché les noms des 2 journalistes qui vont officier. Gilles Boulot pour TF1 et Léa Salamé pour France 2, 2 novices dans l'exercice parce que les candidats ont recusé certains autres journalistes. Didier Frely a fait consensus pour la réalisation. Excite donc Tristan Carré dont les plans de coupe montrant un Marine Le Pen perdu dans ses papiers avait certainement perdu la candidate du Rassemblement national en 2017. On devrait avoir un débat vif, épique et surtout plus dense. Moins de thèmes pour avoir plus de temps d'aller au fond des choses. Les experts ne se trompent pas dans l'intérêt d'un tel exercice. Dans les quartiers populaires, notamment dans le 18e arrondissement de Paris, Jean-Luc Mélenchon a fait le plein de voix. À demi-mot, c'est à peine qu'on donne crédit à ce débat. Le mot d'ordre du boss est pour qu'aucune voix n'aille à Marine Le Pen. Une chose est sûre, cette année, il y aura match. Et gare au faux pas, la faute peut valoir une mort subite.
Merci Abdoulaye, vous suivez tout cela pour nous. Le Sénégal connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2023, prévues, vous le savez, en Côte d'Ivoire. Les Lions tête de série du groupe L vont jouer le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. Ibrahima Kane. Vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise, les Lions sont édifiés sur leur prochain adversaire dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Logés dans le pot 1, les protégés d'Aliou Cissé ont hérité du groupe L, dont ils sont la tête de série en compagnie du Bénin, du Mozambique et du Rwanda. Un groupe assez ouvert pour le champion d'Afrique en titre. La cérémonie du tirage au sort s'est tenue ce mardi à Johannesburg. 48 équipes ont été réparties en 12 groupes de 4, y compris le pays hôte, la Côte d'Ivoire, tête de série de la poule H en compagnie de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Le vice-champion d'Afrique, l'Égypte, quant à lui, est dans le groupe D avec la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. La Gambie, avec sa belle prestation au Cameroun pour sa première participation, va tenter d'enchaîner dans le groupe G où elle devra batailler fort contre le Mali, tête de série, le Congo et le Soudan. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2023, à l'exception du groupe H où le pays hôte est déjà qualifié. La campagne va débuter en fin juin et mi-juin pour les premières et deuxièmes journées. Rappelons juste que le Kenya dans le groupe C et le Zimbabwe dans le groupe K sont pour le moment suspendus par la FIFA et si leur suspension n'évolue pas 2 semaines avant la première journée, les 2 équipes seront éliminées de la compétition. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Retrouvez plus tard votre rendez-vous quartier général sur TFM. Les 5 minutes d'Oussas Pape Anne et Ziar sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.